réinvention donc, d'où l'école de la réinvention. Le deuxième sticker renvoie au changement de posture auquel nous invite l'Institut des futurs souhaitables et plus globalement la prospective des souhaitables, qui est de bien affirmer le fait que l'avenir ne se prévoit pas, qu'il se prépare. Nous avons plein de super pouvoirs à l'Institut des futurs souhaitables, mais s'il y en a bien un que nous n'avons pas, c'est que nous ne sommes pas devins, nous ne savons pas lire l'avenir. Donc, on se méfie d'ailleurs des gens qui nous disent avec assertivité que demain sera comme ceci ou comme cela. Et donc, l'invitation, c'est plutôt à réfléchir à quel futur on veut pour demain, quel futur nous souhaitons, et à le construire et à le préparer en conséquence. Et enfin, le dernier sticker, écoutez le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui des arbres qui tombent, c'est un petit peu notre métier. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce cycle de conférences, Cécile, qui est finalement d'inviter qui le souhaite à écouter et regarder plutôt ces émergences, ces innovations sur les territoires, sur le terrain, qui peuvent dessiner peut-être le monde de demain et accorder peut-être un peu moins d'importance à ce qui remplit en général les médias ou le café du commerce, à savoir tous ces arbres qui tombent. C'est important aussi, mais il n'y a pas que ça. Voilà. La raison d'être de l'Institut des futurs souhaitables, nous la présentons comme ceci. Donc, ouvrir les futurs pour libérer le présent. Ouvrir les futurs au pluriel, ça renvoie bien à ce que je viens de dire. Il n'est pas écrit, donc il est ouvert, il reste à construire. Pour libérer le présent, porte une dynamique qui me semble faire écho à une des volontés de la Banque des territoires en général et du Hub en particulier, qui est, une fois qu'on a défini ce que l'on souhaite pour demain, eh bien en backcasting, revenir à aujourd'hui pour questionner comment ça vient emporter des choix, des décisions que nous avons à prendre aujourd'hui pour se donner la chance de construire ces futurs souhaitables. Voilà. Nous faisons ça avec 4 types d'activités. Je passe très vite. Donc, une activité de formation. Donc, nous sommes une école dont des formations sur mesure. Nous accompagnons la transformation d'organisation, notamment Tariq le fait sous l'angle du biomimétisme, mais Martin Serralta et d'autres le font sous le champ des organisations. J'ai juste envie de souligner là qu'une manière un peu singulière qui rentre aussi en écho avec l'action de la Banque des territoires, c'est des principes de recherche-action sur les territoires pour imaginer d'autres manières de porter le développement territorial. Et je sais que Tariq en parlera tout à l'heure. Nous avons aussi une programmation grand public que nous appelons l'Université populaire de la réinvention, ouverte à tous, et puis une activité de R&D et de veille qui supporte tout ça. Le cycle de conférences, donc, nous l'avons pensé avec François, son équipe, Cécile et le Hub, autour de 3 mini-cycles finalement. Donc, ce sont 9 conférences prospectives qui auront lieu à raison de toutes les 3 semaines, à cette heure-ci, un vendredi systématiquement. Donc, nous avons lancé le cycle il y a 3 semaines avec Mathieu Baudin, je le citais tout à l'heure, cofondateur de l'Institut. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Tariq sur qui va nous amener à regarder ce que peuvent être les économies régénératrices. Et puis, nous y reviendrons début juillet avec Martin Serralta sur des nouvelles dynamiques collaboratives de gouvernance. Ce premier cycle ou mini-cycle de 3 interventions se proposant d'éclairer, d'inviter à un changement de posture que l'on peut garder pour les cycles qui viendront. Donc, à partir de la rentrée, nous aurons un cycle autour des organisations et des territoires innovants. Et puis, en fin d'année, nous questionnerons le futur ou les futurs de la santé. Et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tariq, c'est à toi. Je me permets d'ajouter, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous aurons une séquence de questions-réponses après l'intervention de Tariq. Merci. Merci, je suis ravi d'être là pour échanger sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, Jean-Luc a bien précisé qu'une partie de notre travail est de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles, mais qui sont dans le présent et qui nous laissent à penser ce que pourrait être l'avenir à l'aune de ce qu'il a potentiellement de meilleur. Et donc, pour résumer déjà l'essentiel, si vous êtes prêt à manger, que vous êtes peut-être un petit peu fatigué par votre matinée, puis c'est la fin de la semaine, je vais déjà vous dire le message essentiel, puis après, ça sera finalement une illustration. Une des particularités, vu mon parcours, je suis un ingénieur écologue de formation, formé plutôt à la biologie marine. J'ai travaillé pendant 12 ans, presque 13 ans pour l'équipe Cousteau et la Cousteau Society fondée par le commandant Cousteau, sur des enjeux qui font le lien entre développement de parcs nationaux marins dans des zones à biodiversité remarquable
et réduction de la pauvreté, des zones comme le Soudan, en mer Rouge, Djibouti, certaines zones du Mexique. Donc, clairement, face au changement climatique, j'ai la chance aussi d'être chef d'expédition polaire sur des navires polaires tous les ans, sauf cette année, et probablement, comme l'année dernière, cette année, c'est difficile d'être sur un bateau polaire quand il y a le Covid qui se balade. Mais néanmoins, ça m'a donné l'occasion aussi bien de découvrir des environnements absolument incroyables, de l'Antarctique au récif de la mer Rouge ou du golfe du Mexique, et en même temps constater les enjeux aussi sur le terrain et particulièrement dans les pays en voie de développement. Donc les impacts du changement climatique sur les récifs de coraux, qui sont des écosystèmes pourvoyeurs de ressources pour des tas de populations qui dépendent de ces ressources, et bien d'autres exemples. Et j'ai découvert avec beaucoup de chance, et certainement pas par hasard, il y a 12 ou 13 ans, grâce à un ami qui s'appelle Gauthier Chapelle, avec qui je travaillais sur des enjeux liés à l'Antarctique et aux dauphins, le biomimétisme, l'art de s'inspirer de la nature pour essayer de résoudre, par l'éco-conception, par des nouveaux modes d'organisation, résoudre les problématiques de l'époque. Ça ne veut pas dire y arriver forcément, mais en tout cas tenter de les résoudre. Et donc je vais commencer par une citation de Léonard de Vinci. « Va tirer tes leçons de la nature, c'est là qu'est ton futur ». Et vraiment, mon prisme de lecture, on va dire, de la complexité, de la manière de résoudre les problématiques de cette complexité, c'est l'art de s'inspirer du vivant. Du vivant, de la cellule à l'écosystème et même des ensembles d'écosystèmes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un récif de corail pour créer de la valeur dans un environnement qui est sous contrainte de ressources? Puisque c'est ce qui se passe, c'est pour ça que l'eau est transparente, il y a peu de ressources. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un banc de poissons pour la synchronisation vers des objectifs souhaitables? Et comme l'humanité est inscrite dans la toile de la vie, et que notre capacité à créer nos futurs souhaitables dépend de la capacité des écosystèmes à continuer à nous rendre des services importants, alors on part de ce principe-là que nous devons avoir une nouvelle forme de partenariat avec le vivant qui nous permette d'avoir une approche intégrée de la santé commune, des individus humains, des sociétés humaines qu'ils constituent, et aussi des écosystèmes qui hébergent et qui fournissent des services à ces sociétés. Alors le vivant, c'est des tas d'espèces. 8 millions d'espèces décrites par la science, probablement entre 10 et 100 millions, si on compte tous les micro-organismes, etc. Donc on ne connaît qu'une toute petite partie du sommet de l'iceberg, pour reprendre une métaphore polaire. Et ce vivant est apparu sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Il y a eu des tas d'essais-erreurs. Il y a eu des disparitions massives, des radiations évolutives après les crises. Et nous, humains, on fait partie de cette histoire. Toutes les espèces que vous croisez dans votre quotidien sur Terre, vous avez un lien de parenté, certes très ancien, mais on descend toutes d'une première bactérie, une archéobactérie, que les scientifiques ont appelée LUCA, Last Universal Common Ancestor. C'est valable pour la plante que vous croisez, le moustique, le chat qui vient se frotter contre votre jambe le soir où vous voulez vous reposer et vous détendre. Nous sommes cousins en évolution. Et puis, ces réseaux de la vie ne sont pas organisés n'importe comment. Il y a des espèces qui sont des espèces clés de voûte, des espèces importantes pour l'ensemble de l'écosystème. Je prends un exemple très simplifié ici d'un écosystème que je fréquente régulièrement, l'Antarctique et le subantarctique. Vous avez cette espèce de crevette, ce n'est pas vraiment biologiquement une crevette, mais ça y ressemble beaucoup. C'est une espèce clé parce qu'elle est mangée aussi bien par les manchots, les poissons, les calamars, les grandes baleines, les phoques. Et si le krill a un problème, c'est tout l'écosystème qui risque d'avoir un problème. Alors économiquement, parfois, regardez le graphique juste à côté, on pourrait imaginer qu'en fonction de la grosseur du point, eh bien, c'est l'importance économique de ces espèces dans notre prisme de lecture du monde. On peut très bien sous-estimer le krill, tout simplement parce qu'il n'est pas encore très pêché, même s'il l'est, bien souvent pour des aliments pour bétail d'ailleurs, alors que d'un point de vue de l'interdépendance, il est crucial. Et puis, on a aussi d'autres types d'espèces, par exemple des espèces fondatrices, comme un castor qui va créer un nouvel environnement dans un endroit où il y a eu éventuellement une rivière avant. Et il va permettre à d'autres espèces de venir s'installer. Donc rien que là, en termes de typologie d'action dans le réseau, il y a des tas de choses dont on pourrait s'inspirer pour nos organisations. Donc je voudrais aussi casser cette illusion. Quand on dit la nature, on pourrait avoir l'impression qu'il y a la nature d'un côté et nous les humains de l'autre. Nous sommes en dépendance structurelle des écosystèmes, à travers plusieurs types de services qu'ils nous rendent. Des services d'approvisionnement, ce qu'on va chercher comme fibres, comme alimentation, comme bois, comme substances médicinales dans les écosystèmes, quand ils sont en bonne santé. On veut le faire de manière renouvelable. Des services de régulation. Une forêt qui pousse sur un bassin versant va réguler les précipitations, éviter qu'il y ait des coulées de boue
quand il y a des orages, par exemple, au fond d'une vallée qui est dans un territoire, mais aussi stocker du carbone. Un marais va naturellement auto-épurer l'eau, si tant est que la charge n'est pas trop importante de polluants. Et puis, on a des services culturels. Par exemple, l'envie que vous pourriez avoir ce week-end de vous promener avec votre famille dans une forêt près de Paris ou ailleurs, ou un site sacré pour un peuple, un rocher, une montagne, service culturel. Et il y a les services d'appui. L'oxygène que vous respirez. Impossible d'avoir ce taux d'oxygène sur notre belle planète s'il n'y avait pas la photosynthèse dans les océans et sur les continents. Mais également les grands cycles des éléments nutritifs des sols fertiles. Services d'appui qui soutiennent finalement l'ensemble. Merci. Et je vais utiliser une représentation qui vient du FFSD, une approche stratégique du développement durable développée surtout dans les pays anglo-saxons et au départ en Suède, qui représente la situation dans laquelle on se trouve collectivement sous la forme d'un entonnoir. En même temps, une augmentation de la demande en ressources, et c'est bien normal, il y a des pays qui sortent de la pauvreté, qui ont envie d'avoir les mêmes standings de vie que ce qu'on a pu développer dans les pays occidentaux, mais un mode de développement qui fait qu'on va surexploiter les ressources par rapport à la disponibilité et au fait qu'elles puissent se renouveler à un certain taux. Et si on continue comme ça, on voit bien que c'est un cul-de-sac. Alors au minimum, les pointillés, puisque comme le disait Jean-Luc, l'avenir n'est pas écrit, il reste à construire, c'est qu'il nous faut ralentir cette tendance, continuer à répondre aux besoins humains fondamentaux, mais en dépendant moins de ressources extraites de la croûte terrestre, de ressources polluantes, de destruction des grands écosystèmes, et rapidement, pas simplement se contenter d'arrêter de faire du mal, mais régénérer. Donc vous voyez, réouvrir le champ de manœuvre pour les futures générations finalement. Merci. Maintenant, c'est la partie un peu déprimante, un résumé des grands enjeux. Ce que vous voyez là, en fait, c'est un suivi des populations dans le vivant, ce qu'on appelle la biodiversité, qui nous montre, donc c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais pour la biodiversité, l'IPBES, que si on continue avec la tendance actuelle, on risque de provoquer la 6e extinction massive du vivant. C'est-à-dire, on parle d'extinction massive quand on a 70% des espèces qui disparaissent. Actuellement, on a déjà une espèce sur 8 millions connus qui sont menacées d'extinction, c'est ce que nous disent les scientifiques. En 2100, on sera à 70% de disparition si on continue avec le taux actuel. Et il y a un autre scénario qui est un changement radical de position, d'effort, où on transforme radicalement nos sociétés. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on n'a pas franchi des seuils irréversibles, alors les écosystèmes peuvent s'auto-réparer. Et ça, c'est le scénario vert, celui qu'on essaye bien sûr de stimuler, celui que vous voyez là-haut. J'insisterai en disant simplement que, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, on traverse une période absolument historique dans toute l'histoire de l'humanité. Je parle pas simplement de la dernière révolution industrielle ou des 2 ou 3 dernières. On a actuellement 60% de cette biomasse qui sont des animaux d'élevage, du bétail. On a, nous les humains, 36%, et simplement 4% de mammifères sauvages. 4% sur Terre. Pour les oiseaux, c'est 60% à peu près, 30% d'oiseaux sauvages, et le reste, ce sont des animaux de batterie, en général, donc des oiseaux élevés dans des usines de production. Maintenant, une étude plus récente qui date de très récemment, 2020, fait une analyse de toute la quantité de biomasse animale comparée au plastique. On a 4 gigatonnes de biomasse animale pour 8 gigatonnes de plastique sur Terre. Et si on parle maintenant des arbres et des buissons sur Terre, comparés aux infrastructures humaines, les routes, les buildings, les usines, les ports, etc., on passe de 900 gigatonnes pour les arbres et les arbustes à 1100 gigatonnes pour les infrastructures humaines. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça je peux vous le garantir, qu'on franchit ce cap, et ça a été franchi relativement récemment. On pourrait rester sur le constat stressant, c'est vrai qu'il faut regarder ce constat en face, mais c'est un appel à une grande aventure humaine, à une transformation non pas superficielle, mais profonde de nos modes d'habiter un territoire, de nos modes de production, de nos modes de consommation. C'est ça l'invitation que nous y entendons. Ça ne va pas être simple, il va y avoir des passages difficiles, mais c'est ce qui fait une grande aventure, sinon c'est une promenade, n'est-ce pas? La suivante. Alors, on se rend bien compte que tous ces morceaux de crise font système, finalement. On a eu longtemps la tendance à vouloir considérer d'un côté
le fait qu'il fallait répondre aux enjeux de la pauvreté, de l'autre, répondre aux enjeux de la conservation de la biodiversité, du changement climatique. Et il y a quand même un consensus international pour dire qu'il nous faut répondre de manière systémique à ces ensembles de crises. Et ce que vous voyez, ce sont les objectifs du développement durable des Nations Unies. On s'est engagé en tant qu'État français, mais aussi de nombreuses régions et de nombreuses entreprises, à essayer de répondre à ces objectifs. Il y en a 17. Et en fait, ils définissent en fait le puzzle de toutes les problématiques que nous devons résoudre pour arriver à définir des futurs souhaitables qui s'incarnent. Maintenant, on garde quand même, de mon point de vue, un réflexe qui est plutôt le réflexe 19e et 20e siècle. Le réflexe de la façon dont on va régler des problèmes compliqués. Je vais faire une petite distinction entre compliqué et complexe. Un problème compliqué, c'est aller sur la Lune, c'est construire un pont. Il y a des tas de choses à faire, des tas d'actions qui vont se chevaucher, se suivre, pour arriver à construire une fusée, à amener en toute sécurité des êtres humains sur la Lune. Ça, c'est le monde du compliqué. L'ingénierie est très bien faite pour ça. La complexité, par contre, c'est les émergences. C'est des choses où je ne comprends pas forcément la relation cause-effet. Mais néanmoins, il y a d'autres postures qui nous permettent de naviguer dans la complexité. Mais ce n'est pas les mêmes outils. Et on est aussi dans une époque où on nous enjoint, quelque part, la situation nous enjoint à utiliser le meilleur des deux mondes. Et on a encore tendance, et c'est un petit peu ce qui arrive de mon point de vue dans les ODD, à utiliser la vision du compliqué pour essayer de résoudre le complexe. Alors, d'autres visions sont plus de l'ordre de la posture, qui permettent de naviguer en complexité. Si je vous dis, pour ceux qui aiment prendre un vélo, que vous allez traverser Paris, vous n'allez pas pouvoir faire un mapping de tout ce qui va arriver au prochain carrefour, du piéton peut-être un peu maladroit, inattentif, qui n'aura pas fait attention que c'est une piste cyclable. Vous êtes dans une situation complexe. Vous pouvez essayer de modéliser ça. C'est peu probable que vous y arrivez facilement. Ça vous demandera beaucoup, beaucoup d'énergie. Par contre, si vous savez faire du vélo, vous avez une posture, vous savez décrire les codes essentiels, vous allez naviguer dans la complexité de l'environnement urbain, changer de direction si la route est bloquée et savoir éviter les obstacles, même s'ils surgissent au dernier moment. C'est un petit peu de ça dont il s'agit. Vous voyez un peu la différence de posture. Alors, quand on essaye de travailler sur la posture de ce que c'est que finalement un champ des souhaitables qui nous permettrait d'avoir une chance d'incarner les futurs souhaitables, que ce soit pour une organisation au niveau d'une entreprise ou un territoire, il y a cette approche du Framework for Sustainable Strategic Sustainable Development qui a été développé en Suède dans les années 80, à la fin des années 80, et qui s'est étendu dans pas mal de pays, qui définit quelques principes à respecter, des principes de posture. Peut-on parler de futurs souhaitables pour nos territoires et nos organisations si nos modes de production, nos modes de consommation dépendent de manière excessive de substances extraites de la croûte terrestre, qui par essence sont finies? Bien sûr, là-dedans, il y a les hydrocarbures, mais également les minéraux, certaines terres rares, par exemple, dont on se sert, y compris pour les énergies renouvelables. Deuxième principe, peut-on parler de développement durable si nous sommes de manière excessive en train de mettre en circulation dans l'environnement des éléments chimiques qui n'y étaient pas et dont on ne contrôle pas les flux? Pensez au plomb, pensez au PCB, pensez à ces genres de substances. Ça ne veut pas dire ne pas les utiliser, mais être certain qu'on en contrôle les flux et que s'ils sont dans l'environnement, l'environnement est capable d'absorber ce que l'on met dedans. C'est loin d'être le cas pour beaucoup de nos substances, plus de 1000 molécules chimiques, je crois, chaque année, qui ne sont pas complètement testées par rapport à leurs effets systémiques. Si elles le sont, c'est sur la santé humaine quasiment exclusivement. Troisième principe, peut-on parler de développement souhaitable, de développement durable, si nos modes de production, nos modes de consommation génèrent la destruction physique des écosystèmes qui pourtant nous rendent tant de services? On parle d'étalement urbain, on parle de déforestation, d'agriculture intensive, de surpêche, etc. Et puis le dernier, qui est le principe humaniste, peut-on parler de développement durable si les êtres humains ne sont pas capables de répondre à leurs besoins humains essentiels? Et ça, c'est une étude plus récente qui a caractérisé un petit peu plus profondément ce que l'on entend par ça. Déjà, la base, c'est la confiance. L'être humain ne peut faire société que s'il y a de la confiance entre nous. Confiance entre nous permet de faire société, mais confiance vis-à-vis de nos institutions aussi. On voit bien à quel point la crise de la confiance est un des mots de l'époque. Ensuite, quand on détaille un petit peu plus précisément, il ne doit pas y avoir d'obstacle structurel au fait qu'on garantisse notre santé. Et dans la santé, il n'y a pas que la santé biologique, il y a aussi la santé émotionnelle, physique.
On le voit bien avec la crise du Covid, encore une fois, à quel point c'est important. Mais aussi la possibilité d'exprimer dans les systèmes sociaux dont on fait partie son opinion, d'avoir accès à la possibilité d'exprimer son opinion, la possibilité de continuer à apprendre dans sa vie, d'avoir accès à de la formation, par exemple, de continuer à augmenter ses compétences, la possibilité d'être dans un système qui soit juste. Si je fais partie d'une minorité, je ne vais pas être considéré de manière injuste. Et enfin, le dernier, la possibilité et l'importance de construire du sens, de ne pas avoir l'impression de réagir simplement à ce qui se passe, mais d'être justement dans un sens qui construit l'idée de l'aventure humaine. C'est très rapide et je m'en excuse, mais en même temps, c'est important peut-être de définir ce champ avant de rentrer dans les détails. Une fois que l'on a dit ça, vous reconnaissez sur ce graphique les objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont été acceptés par quasiment tous les États du monde et beaucoup d'organisations. On pourrait essayer de tendre vers arrêter de faire du mal, arrêter de polluer, arrêter de détruire. L'invitation ici, avec l'économie régénératrice, c'est de dire oui, c'est important, mais on pourrait se lever le matin en ayant un objectif un peu plus enthousiasmant. Essayer de régénérer là où on peut. Régénérer écologiquement, régénérer socialement, ça ne met pas en opposition, c'est une façon de pousser peut-être l'élan un petit peu plus loin. Et en fait, c'est un signal qui monte un peu partout dans le monde. Il y a en France, par exemple, une amie de l'Institut qui s'appelle Isabelle Delannoy, qui a écrit un ouvrage sur l'économie symbiotique, cette idée de relation gagnant-gagnant entre des écosystèmes en bonne santé, des sociétés humaines en bonne santé. Il y a son homonyme, ami également de l'Institut, Emmanuel Delannoy, qui essaye d'appliquer à l'économie les principes de la permaculture. Ceux qui aiment un petit peu l'agriculture connaissent cette approche permaculture, qui dépasse d'ailleurs simplement l'agriculture, l'idée d'une culture humaine, des cultures humaines, qui nous permettent de rester sur Terre. Il y a dans les milieux anglo-saxons des tas d'ouvrages qui sont en train aussi de sortir sur ce sujet de l'économie régénératrice. Et puis, je voudrais peut-être maintenant revenir sur la question de ce qu'on peut apprendre du vivant. Et pour cela, quand on parle de biomimétisme, donc l'art de s'inspirer de la nature pour résoudre des problèmes d'éco-conception, résoudre des problèmes de responsabilité sociale et environnementale, il y a 3 grandes portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée qui va plutôt être, je vais m'intéresser à la forme, comprendre pourquoi cet arbre a cette forme, pourquoi l'os humain est structuré avec des alvéoles à l'intérieur. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Gustave Eiffel, justement, a travaillé avec un ingénieur allemand qui a étudié ce qu'on appelle la coupe sagittale du fémur humain. Et on a constaté qu'il y avait non pas de la matière partout, mais sur les lignes de force. Et du coup, il ne voulait pas faire du biomimétisme pour sauver la planète, mais pour économiser la ressource. Et pour le coup, une ressource qui vient de la croûte terrestre, qui est finie, qui sont des minéraux. Et la structure en treillis de la tour Eiffel est apparue comme ça, imitant la structure osseuse. Donc ça, c'est la forme. Ça va être surtout l'architecture, le design objet. Et puis, on peut s'intéresser plutôt à la manière dont c'est fabriqué. Il y a des exemples comme la photosynthèse, par exemple. Ces panneaux solaires extraordinaires que vous avez en ce moment, des plantes qui sont capables de prendre des ressources autour d'elles, pas à l'autre bout du monde avec des terres rares, qui fabriquent des gels qui sont capables de transformer la lumière du soleil en ressources, des sucres en l'occurrence, en énergie, dans de l'eau, à température ambiante et à pression ambiante. Eh bien, il y a des tas d'équipes à travers le monde qui travaillent sur la photosynthèse artificielle pour essayer d'imiter ces plantes et d'avoir peut-être demain des gels, des peintures photosynthétiques. Et puis, la dernière façon de faire du biomimétisme, c'est de se dire, depuis 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs de la vie sur Terre, quelles sont les grandes leçons qui semblent dessiner un cahier des charges émergent. J'ai parlé de l'eau comme solvant universel, fabrication à pression à température modérée, tout déchet est une ressource. Et on va voir quelques exemples pour nous approcher un petit peu de ce que les organisations peuvent nous apprendre. Regardez, par exemple, vous avez le tableau de Mendeleïev là sur le côté. Ce sont les éléments chimiques qui existent et connus de l'humain. Ce que vous voyez dans les histogrammes, c'est ce que la vie a sélectionné. Et devinez quoi? Ce n'est pas les éléments les plus rares, c'est les éléments les plus abondants. Le carbone, l'oxygène, l'azote, le phosphore. La vie mise comme constituant sur des éléments abondants. Nos économies sont basées sur la rareté. Alors bien sûr, on atteint un cul-de-sac, forcément, à un moment donné. Autre exemple, donc voilà, une leçon qu'on peut tirer au-delà des atomes, hein, développer sur l'abondance et pas sur la rareté. Autre exemple, merci, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus évident pour la plupart d'entre vous, quasiment tous les déchets sont une ressource. La feuille, le panneau solaire qui se fane devient ressource. Il est déjà ressource pour d'autres espèces, même quand il est en fonctionnement, mais à l'hôtel,
à l'automne, il devient ressource qui crée un humus fertile. On parle beaucoup de recyclage, mais c'est que le début de la réflexion sur l'économie circulaire, et beaucoup de choses dans le vivant pourraient nous servir de modèle. Un autre principe, j'en ai sélectionné quelques-uns simplement pour illustrer. On parle de la nécessité de réduire nos émissions carbone. Toute l'économie du vivant est globalement fixatrice de carbone, beaucoup plus fixatrice qu'émettrice de carbone. Les falaises d'Étretat, ce sont des coquilles d'organismes marins qui ont fixé du carbone par biominéralisation et du carbone qui est stocké par la suite sous forme de gigatonnes de carbone pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires. Le bois qui pousse, il stocke du carbone aussi tant qu'il ne se décompose pas. Là, on parle de stockage géologique. Votre propre corps a besoin de carbone. Toute la biomasse a besoin de carbone. Nous sommes encore en train de nous dire comment réduire nos émissions. Et puis, le vivant mis sur l'information. Étude de l'université de Bath. La quantité de comparaison à la fin des années 90, processus technologique humain, processus biologique. Ce que vous voyez ici, dans le côté humain, c'est qu'on consomme beaucoup d'énergie et de matière et on se remet assez peu sur l'information. C'est en train de changer depuis les années 90, sauf qu'on consomme toujours autant de matière et d'énergie pour le faire. Mais il y a plus d'informations. La proportion n'a probablement pas beaucoup changé en fait. Côté vivant, beaucoup d'informations qui permettent d'optimiser par des boucles de feedback, des retours, etc., d'expérience, optimiser de manière drastique la consommation de matière et d'énergie. Une énorme promesse. Un design intelligent de l'information nous permet de partager des ressources, de ne pas avoir besoin de construire 10 voitures, mais peut-être 2 qui seront mieux utilisées, etc., etc. Vous voyez bien l'idée. Il y a aussi là des modèles extrêmement intéressants à explorer. Le vivant mis sur la coopération et la symbiose. C'est vrai particulièrement à l'échelle des écosystèmes. Vous avez une grande emphase sur l'importance de la compétition, y compris dans les écoles de commerce, etc. Mais quand on regarde les grandes innovations du vivant, viennent avant tout de partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes le résultat de cellules qui étaient uniques, qui ont appris à collaborer pour créer des tissus, des organes, etc. Mais vous avez des tas d'autres exemples, y compris dans notre propre corps. Vous avez plus de bactéries, de virus symbiotiques qui vous sont indispensables que de cellules de votre propre corps. Vous ne pourriez pas vivre sans eux. En volume, ce n'est pas vrai, mais en nombre, elles sont plus nombreuses. Donc, miser sur la coopération et la symbiose. Constituer un tout généreux en services, j'ai parlé des écosystèmes, les différents types de services, en quoi nos territoires pourraient régénérer ce type de services, y compris les services de régulation, par exemple. Suivante. Je passe très rapidement. L'art de s'inspirer des écosystèmes me semble vraiment un des niveaux de biomimétisme les plus intéressants. Vous avez la possibilité, par exemple, de voir que dans une forêt ou dans un récif de corail, il n'y a pas de grand boss qui va décider pour tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut complètement laisser tomber ce modèle très pyramidal. Je dis simplement qu'il y a des choses extraordinaires à comprendre dans une forêt ou un récif de corail qui nous permettent de créer de la valeur de manière décentralisée. Et donc, il y a des tas d'organisations avec moi et avec d'autres qui réfléchissent à cette façon peut-être d'apprendre d'écosystèmes pour rénover nos manières de faire ensemble et de diriger des organisations ou d'influencer des territoires. La suivante. Quand on parle de territoire, on est dans une approche qui mérite d'être socio-écosystémique. Normalement, le mot écosystème englobe cette dimension sociale, mais je fais exprès d'utiliser socio-écosystème pour être bien certain que ça s'intègre dans les réflexes des gens avec qui je travaille. Donc, il n'y a pas d'un côté le système social et de l'autre côté le système écologique. On a parlé des services écosystémiques, vous voyez bien à quel point ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est une réalité. Nous dépendons d'écosystèmes en bonne santé. Quand on parle d'un bassin versant, par exemple, on va considérer la présence de différentes espèces d'arbres qui vont être capables non seulement de fixer du carbone, de nous rapporter d'autres espèces qui sont importantes pour nos productions, de bois, de fibres, d'énergie, etc. Pour d'autres espèces que les humains aussi. Et aussi la capacité de filtration, comme je le disais, la capacité de rétention de l'eau, etc. Donc l'approche socio-écosystème. Et puis, on va essayer de comprendre aussi, quand on parle de transition territoriale, on va essayer de comprendre quelles sont les dynamiques engagées dans différentes phases. Un écosystème pionnier qui s'installe, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans une forêt mature. Et souvent, on entend croissance, décroissance, etc. Après une crise, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire l'Europe et une partie du monde. Le PIB était un très très bon indicateur pour mesurer la reconstruction. Comme après un feu, une forêt a besoin de repousser. Et là, il y a beaucoup plus de matière et d'énergie qui sont engagées
pour pouvoir arriver à une phase de maturité de la forêt, où là, c'est l'information qui prime, plus la matière et l'énergie. On est dans la rénovation, on répare, mais il n'y a plus autant de consommation de matière et d'énergie que dans la phase où ça monte. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à en apprendre. Quelles sont les règles qui semblent émerger des différentes phases? Et on peut imaginer, bien sûr, des évolutions de transition qui ne nous demandent pas de tout raser, comme dans cette belle image de Luxkutten, où on peut partir de l'existant et créer une nouvelle transition quelque part à partir de l'existant, puisqu'on économise de la ressource plutôt que de tout raser et tout refaire à nouveau. Alors maintenant, quelques exemples pour finir ma présentation. Vous avez de plus en plus un concept qui monte, peut-être dans vos métiers, vous en avez déjà entendu parler certainement, le concept de solutions fondées sur la nature. Et l'idée est vraiment là de relations gagnant-gagnant entre écosystèmes et besoins humains, particulièrement pour les espaces urbains. C'est une direction qui est titillée dans tout ce qui est, par exemple, adaptation au changement climatique. Comment réduire les îlots de chaleur? Comment mieux gérer également les précipitations importantes en ramenant des écosystèmes dans la ville, que ce soit des arbres, que ce soit des jardins, mais aussi des goudronnés pour désimperméabiliser les surfaces, créer des milieux humides, le concept de ville éponge qui vont mieux gérer éventuellement les grandes quantités d'eau qui peuvent arriver de manière brusque, de plus en plus brusque. Solutions fondées sur la nature. Tout un champ d'exploration. Il y a quelques appels à projets européens maintenant fléchés dans cette direction-là. La suivante, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment, j'ai sélectionné quelques exemples pour illustrer, montrer que c'est en train de s'incarner. Il y a aussi, à l'échelle du bâtiment maintenant, une certification qui est née aux États-Unis, qui est en train de s'étendre un petit peu partout, avec plusieurs centaines de buildings maintenant qui sont rentrés. C'est une des plus difficiles à respecter au monde, qui consiste à, donc ça s'appelle Living Building Challenge, qui consiste à avoir une vision intégrée du bâtiment sur un territoire. Et de dire, dans l'exemple par exemple de ce bâtiment aux États-Unis, on va considérer le bâtiment avec un objectif d'indépendance du cycle de l'eau et indépendance énergétique, donc une vraie indépendance. Et donc, il faut considérer non seulement le bâtiment, mais aussi sa place dans le cycle de l'eau du territoire. Et ce que vous voyez de l'autre côté, donc la réflexion sur l'eau d'un côté, c'est aussi dans la phase de construction et aussi la phase de fonctionnement, à quel point les ressources dont a eu besoin le bâtiment viennent de proximité ou de loin pour avoir une idée de l'empreinte carbone, avec un détail assez précis. Il y a toutes sortes d'autres critères que l'eau et critères esthétiques, de bien-être, l'indépendance énergétique étant un élément important et la maîtrise du cycle de l'eau aussi. Living Building Challenge qui est en train de se développer. En France, ces nouvelles alliances avec la biodiversité, ce n'est pas des exemples parfaits, mais qui montrent effectivement qu'on est en train d'aller de plus en plus dans cette direction. L'école, par exemple, de Boulogne, où vous avez en fait, dès la conception du bâtiment, l'intégration de la colonisation potentielle de la biodiversité sur l'infrastructure. Il y a des enjeux importants. Une des premières causes de disparition de la biodiversité, c'est l'artificialisation des habitats. Et il y a un enjeu important, c'est d'essayer de recréer ce qu'on appelle les trames vertes, pour donc des continuités écologiques qui ont été brisées par les infrastructures et l'urbanisation. Trames bleues pour les habitats aquatiques. Et là, on commence à voir émerger des propositions de bâtis qui ne brisent plus autant que ça les continuités écologiques, voire même qui recréent des continuités écologiques dans le bâti. Et ça, c'est intéressant. L'école de Boulogne-Billancourt a été construite pour accueillir la biodiversité. Avec beaucoup de béton, on peut s'améliorer probablement sur cet aspect-là, mais néanmoins, c'est une direction intéressante à mentionner. La suivante. Là, c'est une entreprise sur un territoire qui réfléchit complètement à ça. Donc, le projet Ulteria, pas trop loin d'Auxerre, où on a deux fondateurs que vous voyez là, Alexis et Seb, qui ont dès le départ voulu concevoir déjà leur usine de à peu près 200 employés comme étant recyclable en fin de vie. Ils vont l'ouvrir en juillet là. Mais également concevoir le foncier de l'entreprise avec une zone où vous allez avoir de la libre évolution en biodiversité et où vous allez accueillir sur le foncier de l'entreprise d'autres acteurs qui vont faire écosystème social et écologique. Vous avez dès à présent une ferme qui produit du lait des fermes de chèvres, en fait, d'élevage de chèvres. Vous avez une école Montessori qui sera présente sur le site. Et vous allez avoir une maison citoyenne qui permettra de faire pas mal d'activités avec les gens du territoire, pas simplement les gens de l'entreprise. On y était récemment avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Ce sont des gens proches de nous avec qui nous sommes en train de construire un partenariat. Une reconception totalement différente du foncier de l'entreprise dans son inscription territoriale également.
Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de les faire intervenir. Je ne sais pas si c'est prévu, Jean-Luc. La suivante. Donc, projet Ulteria qu'on suit avec beaucoup de passion. Côté plutôt régénération sociale, quelques mots de Singa, des proches également de l'Institut. Alors Singa, ils sont partis du principe que des personnes qui avaient traversé le monde dans des conditions effroyables pour quitter l'Afrique, l'Asie et venir chez nous, c'était forcément des entrepreneurs dans l'âme, surtout s'ils ont réussi à arriver vivants. On parle bien sûr de l'immigration. Et donc plutôt que de les considérer comme un problème à régler, même comme une ONG qui a envie de les aider, c'est avant tout un problème à régler, si on les considérait comme une ressource qui peut apporter des choses extrêmement intéressantes à nos sociétés. Et c'est un peu la perspective de Singa. Donc régénération sociale, régénération où on va faire en sorte que on va accompagner ces migrants qui ont envie de rentrer dans cette dynamique-là dans des dimensions entrepreneuriales, on va en faire des entrepreneurs et il y a des tas de projets fascinants. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, avec plus de 20 000 membres, c'est en train d'essaimer à travers le monde et c'est parti de France. Il y a Singa maintenant au Canada, il y a Singa en Allemagne, je crois, et dans d'autres régions du monde. Régénération sociale. Et puis ça, c'est un autre projet que j'accompagne, que j'aime bien, qui est en émergence. La notion de travailler sur des espaces territoriaux de collectivités ou de propriétaires privés pour essayer de pousser au maximum le potentiel écologique d'un lieu. L'idée, c'est de se dire, on va faire une étude pour essayer de comprendre les dynamiques sociales et écologiques et voir si on arrivait à avoir une ingénierie intelligente, écologique et sociale, ça serait quoi le potentiel écologique maximal de la zone? Et travailler dans cette direction-là. C'est le pas de côté porté par Anouk Rayet, que peut-être on aura aussi l'occasion de faire intervenir à un moment ou à un autre. Pas de côté, régénération écologique, potentiel écologique maximal. La suivante. Et puis, ce dernier projet que je voudrais citer également, qui nous tient très à cœur et qui est vraiment à l'échelle d'un territoire, pour le coup, qui a une continuité écologique cohérente, c'est la rivière Drôme et son bassin versant. C'est un projet qui s'appelle BioVallée, où l'idée là était, à la suite d'une initiative portée par les acteurs locaux politiques, d'avoir une vision qui permet la régénération avant tout de la rivière Drôme, qui était assez polluée, assez fragmentée par des ouvrages énergétiques et autres, qui servaient un peu de dépotoir jusqu'aux années 80-90. Donc, le ferment de la collaboration entre différentes collectivités, ça a vraiment été redonner vie à la rivière, qui était... ça a été connecté, bien sûr, puisque une région agricole, avec des espaces urbains, mais pas mal d'agriculture, à la question des pollutions, et entre autres des pollutions qui venaient de l'agriculture intensive. Donc, ça a été une des premières régions qui a dû aussi stimuler l'agriculture biologique. C'est, je crois, en termes de surface, une des premières régions d'Europe en proportion en agriculture biologique. Et donc, quand ils ont donné ce nom de BioVallée, ils ont vraiment eu cette idée, pas simplement du bio en tant qu'agriculture, mais de la vallée du vivant, la vallée qui régénère le vivant. Et on est en train de collaborer à travers le projet Territory Lab, porté par Olivier Massico et le projet BioVallée, de voir comment les principes du vivant, dont j'ai partagé certains principes avec vous, peut aider à la régénération territoriale, peut aider à recréer ce nouveau partenariat vivant plus que l'humain et société humaine. On est en pleine exploration, on a fait un partenariat avec la DREAL et le CEREMA de la région Aura. On est en 2e année, on est en train d'entamer la 3e année et c'est un programme de recherche-action qu'on sera ravis de partager plus en profondeur dans un autre temps. Alors voilà, pour finir et conclure, cette vision de la santé commune, c'est bien sûr celle des individus, très important, nos frères et sœurs humaines, des sociétés que nous formons ensemble, santé démocratique, la vigueur démocratique de nos sociétés, basée sur la confiance, donc travailler sur le lien de confiance, recréer de la confiance, et puis celle des écosystèmes. J'espère que je vous ai convaincu qu'elle est aussi indispensable puisque nous sommes en interrelation structurelle avec eux. Cette santé commune, ça pourrait être de se dire, oui, il faut se nourrir, nous humains, mais il faut aussi nourrir le plus que l'humain. Il faut aussi mettre peut-être dans son jardin, et beaucoup de Français possèdent des jardins, même c'est des actions très individuelles parfois, mettre des espèces qui vont permettre aux pollinisateurs, aux papillons, aux oiseaux de se nourrir, pas simplement avoir une vision, notre nourriture à nous les humains. L'agriculture pourrait être repensée avec ce prisme-là. Se soigner, bien sûr, mais aussi soigner. Et également habiter et héberger, on l'a vu avec le projet de Boulogne, comment héberger la biodiversité. Apprendre, bien sûr, mais aussi transmettre, prélever et régénérer. Et c'est une belle aventure, réduire nos impacts négatifs, augmenter nos impacts positifs, et je suis certain qu'elle va donner envie à beaucoup d'entre vous, et je suis même certain que beaucoup d'entre vous ont déjà cette envie. Merci, et à très bientôt.
Merci Tariq pour cette présentation et cet élan, comme tu le soulignais, plus que simplement réparer, régénérons. Donc c'est le temps de recueillir vos questions, vos remarques. Peut-être pour lancer la machine, Jean-Luc, je te propose de démarrer par une première question. Tariq. Oui, c'est-à-dire que tu nous as présenté plusieurs des principes du vivant, pas tous, mais un certain nombre. Est-ce qu'à l'usage, certains se montrent plus faciles à être appropriés par les organisations? Est-ce que certains, dans ce que toi tu observes ou ce que tu accompagnes, sont plus faciles à appréhender pour des mises en œuvre, au-delà de la force et la puissance d'inspiration, pour la mise en œuvre dans des organisations humaines ou dans des territoires? Oui, ce qui est important de préciser, c'est que quand on essaye de s'inspirer de la nature et surtout d'écosystèmes ou d'espèces non humaines, il est important, quand on parle d'organisation humaine, de connecter ça à l'humanisme. Parce qu'il se passe des tas de choses dans les écosystèmes qui ne sont pas forcément souhaitables du point de vue de nos critères éthiques à nous. Un lion qui mange une gazelle à moitié vivante, c'est ni bien ni mal du point de vue du lion. Mais nous, ça nous semble cruel. Et il faut faire très attention à ça parce qu'il y a énormément d'enthousiasme. On est très approché en ce moment sur cette question de la bio-inspiration pour les organisations. Et dans l'organisation, je vais jusqu'au territoire. Parce qu'il y a eu déjà des tas d'exemples dans l'histoire de mécompréhension des lois naturelles, Darwin par exemple, la sélection naturelle de Darwin, qui ont conduit à des catastrophes. Donc cette approche doit être connectée à un humanisme chevillé au corps et à la philosophie. Une fois qu'on a posé ça, alors il y a des principes qu'on va observer qui sont vraiment pour le coup des principes qui semblent être universels, en tout cas tels qu'on connaît la vie. Je ne sais pas si c'est la même chose sur d'autres planètes, mais pour le moment on connaît la vie sur cette planète. J'en ai cité quelques-uns. L'importance de l'eau. L'eau est une ressource cruciale pour le vivant. Donc, par exemple, pousser sur un territoire à essayer de comprendre comment mieux prendre en considération la préciosité de cette ressource en eau. Dans certains territoires, c'est d'autant plus évident que dans d'autres, quand on est en stress hydrique. Bon, bah, ça, c'est un principe universel. Un autre principe universel, c'est que tout déchet est une ressource, à quelques rares exceptions près. Le carbone qui a été extrait du flux pour être enfermé dans le stock, par quoi? Par le vivant. Qu'est-ce qu'on fait depuis 200 ans? L'inverse. On reprend ce carbone qui a été extrait par le vivant et on le remet en flux. Donc ça aussi, c'est un principe relativement universel. Le fait également qu'on va utiliser des processus de fabrication doux. Pas haute pression, pas haute température, mais pression modérée, ça aussi, c'est un principe universel. Après, quand on rentre dans les organisations, il va y avoir des principes qui vont être, par exemple, l'importance de la coopération plus que de la compétition à l'échelle d'un système complexe. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur d'un écosystème, il n'y a pas de la prédation, du parasitisme, et à toutes sortes de relations. Mais globalement, si on regarde comment la performance s'explique, et ça s'explique assez logiquement, globalement la forêt, globalement le récif de corail, ça s'explique beaucoup plus par de la coopération et des échanges de flux que par de la compétition, de la prédation et ce genre de choses. Donc comment faire en sorte que le tout soit généreux en service, même si à l'intérieur, il peut y avoir, selon les principes humanistes, des compétitions et différentes interactions entre acteurs qui sont très diverses. Ensuite, il y a une autre direction qui est assez stimulante. Quand je prenais le principe design intelligent de l'information pour optimiser la matière et l'énergie. Il y a des tas de façons d'appliquer ça. Certains vont dire, OK, super, smartphone, effectivement, des applications qui me permettent de savoir que tel véhicule dont j'ai besoin pendant une demi-heure, il est là. Ça me permet d'éviter de construire trop de véhicules. Sauf que pour construire ça, ce smartphone, pour le moment, on a besoin à peu près de 150 kg de matière extraite de la croûte terrestre. Donc une pression, pour avoir un design intelligent de l'information là, on crée une pression supplémentaire sur des ressources extraites de la croûte terrestre. Donc, ce que je fais dans les processus d'innovation que j'accompagne, c'est essayer de faire comme le vivant, avec des ressources disponibles autour de vous et abondantes. Mais par contre, essayez de faire un design intelligent de l'information. Pas forcément digital. Ça peut être un autre type d'information. Notre ami Patrick Vivray parle de révolution, non pas digitale, mais révolution informationnelle. Le digital étant une façon de répondre à ça. Donc là aussi, ça suscite énormément de débats très intéressants. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a d'autres exemples, mais on a un temps limité, je pense. Tout à fait. Alors, nous avons une question, peut-être donc de Françoise Morcel. Peut-être, François, si tu veux prendre la parole pour poser ta question. C'est une question sur la santé commune Oui. que tu as citée.
Que vous inspire la crise que nous traversons concernant la mise en danger de la santé humaine? Alors, il y a plusieurs. D'abord, je ne suis pas le seul à pouvoir répondre, hein. Si Jean-Luc, je sais que tu t'intéresses aussi à ces sujets, n'hésite pas. En tout cas, cette histoire de la santé commune montre à quel point, avec la crise du Covid, il y a quelque chose de plus intégré à concevoir. La première théorie par rapport au Covid ou à la Covid, je ne sais plus comment on dit, c'est que quand même c'était une zoonose, c'est-à-dire qu'il y avait cette histoire de peut-être potentiellement une chauve-souris ou des chauves-souris qui étaient le réservoir initial. Maintenant, on parle d'une autre théorie qui serait peut-être celle voilà, d'un accident de laboratoire, mais néanmoins, revenant sur la zoonose, il y a depuis longtemps des prédictions de l'OMS que la déforestation, la destruction des habitats naturels, le fait que les humains sont de plus en plus dans des zones où il n'y avait pas de contact avec les humains par rapport à d'autres espèces, crée des potentiels de transmission de nouveaux virus et de nouveaux problèmes qui sont multipliés de manière importante d'un point de vue statistique. Et c'est la même chose pour la forêt Amazonie. En Amazonie, c'est la même chose dans pas mal d'espaces. Donc de toute façon, plus on détruit des écosystèmes en bonne santé, plus on les simplifie, plus on crée la possibilité d'émergence de problèmes de ce type. Donc là, c'est déjà un premier point de vue qui illustre, à mon avis, la relation entre santé humaine et santé des écosystèmes. Ensuite, il y a peut-être eu plusieurs phases dans la crise de la Covid. La première phase de la considération de la santé humaine, de mon point de vue, là, je sors de ma zone de confort, hein, je vais un peu plus dans un autre domaine qui est celle de la société et de la santé, c'est que la conception très biologique de la notion de santé. On a été jusqu'à couper socialement pour préserver la santé biologique. On est en train de revenir de ça et de se rendre compte que la santé, ce n'est pas simplement la biologie, c'est aussi la santé relationnelle, émotionnelle, la possibilité de dire au revoir à ses proches et pas simplement de les isoler d'un point de vue sanitaire. Donc on a eu plusieurs phases en fait, et Dieu merci, c'est en train d'évoluer. Ensuite, il y a également cette idée que quand on est dans la santé commune, en fait, on est en train finalement, c'est pas nouveau la façon d'approcher les choses, c'est une expression peut-être qui parle un peu plus à cause de ce qui vient de se passer, mais c'est exactement l'invitation d'un Michel Serres avec le contrat naturel. Trouver le moyen finalement de répondre à nos besoins humains, mais sans le faire payer, et en sachant à d'autres non humains, et en sachant que ça nous reviendra comme un effet de manivelle, un retour de manivelle. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin, j'ai pu, en fonction de mes connaissances sur le sujet, essayer de faire de mon mieux. Oui, je pense que c'est très clair. Est-ce que nous avons d'autres questions? Vous pouvez aussi prendre la parole directement sur Teams en levant la main, et je crois qu'à ce moment-là, on vous débloque le micro. Voilà. Bon, moi, sinon, j'en ai une autre, Tariq. On voit bien, tu ne l'as pas expliqué là, mais déjà le passage de la puissance de la bio-inspiration et le fait de parler du biomimétisme plutôt que de bio-inspiration, c'est déjà se donner des critères d'exigence, en tous les cas une ambition plus forte. Et puis là, ce que tu nous as expliqué, c'est que s'inspirer du vivant n'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est bien de construire des modèles, d'inventer des modèles et des économies régénératrices. Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton, voilà. Moi, j'ai le sentiment déjà qu'il est difficile de s'inspirer de l'ensemble de ce que tu dis pour des organisations, pour des territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu observes des institutions publiques, des entreprises, des collectivités territoriales qui arrivent à appréhender ça et à l'engager sur des actions concrètes? Est-ce que toi, tu vois des évolutions là-dessus? Est-ce que comment tu vois Très cette tendance? clairement, oui. Et bien souvent, comme c'est le cas, c'est face aux crises en fait que ce genre de réactions finalement sont stimulées. Il y a clairement, par exemple, quand j'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Martin après Irma, je ne sais pas si vous vous rappelez l'ouragan Irma, 365 km/h, hein, il y a eu une envie de réfléchir à la résilience de l'île et au futur souhaitable de l'île extrêmement forte après la crise. Et on s'est retrouvé en fait à animer des ateliers avec notre amie Caroline Gervais, où il y avait en même temps les directeurs d'hôtels et les responsables d'associations des grands hôtels, en même temps les responsables de quartiers populaires, en même temps la gendarmerie, en même temps pour réfléchir résilience et changement de trajectoire. Parce que quand on parle de résilience territoriale, il y a quand même des questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Posées par Bruno Latour, par exemple, et dans d'autres endroits du monde, Jim Bendel, avec l'approche de Deep Adaptation. Qu'est-ce qu'on a envie d'amener dans le futur? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'amener dans le futur? Résilience de quoi, déjà? Quels sont les savoirs qu'il nous faut pour pouvoir nous adapter à la nouvelle période, et quels sont les savoirs qui sont fragilisés ou perdus qu'il nous faut retrouver.
C'est des questions importantes. Moi, je n'ai pas les réponses, mais les territoires commencent à se les poser, ces questions-là. On se rend bien compte qu'on ne peut pas juste reconstruire l'ancien monde quand on parle de résilience. Il nous faut nous transformer. Maintenant, pour le moment, je veux dire, ce qui est en train de le plus s'incarner, c'est plutôt le côté solution fondée sur la nature. C'est-à-dire, on va réintégrer des écosystèmes en ville, par exemple, mais avec le point de vue quand même avant tout utilité pour les humains. Et il y a une étape suivante qui est utilité pour d'autres espèces aussi, pas simplement pour les humains. Bien sûr, ça joue ce rôle-là, mais là, je parle d'une posture, pas simplement. La posture un peu moins utilitariste pour l'humain. Parce que de ce point de vue-là, je pense que ça traduira, et c'est ça qu'on essaie de faire émerger au sein de l'Institut avec pas mal d'autres acteurs, hein, ça traduira une modification de l'illusion de la séparation, qui a été un peu la conséquence de la philosophie de Descartes qui nous a apporté des choses formidables pour comprendre le complexe, la méthodologie scientifique, etc., mais qui a eu tendance aussi à nous faire considérer que d'un côté, il y avait l'humain, le logos, et de l'autre côté, il y avait le reste du vivant, l'animal-machine. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça, qu'on est vraiment en interdépendance structurelle. Nous, les humains, en fait, on est en dépendance structurelle. Beaucoup d'espèces pourraient se passer de nous sans aucun problème, mais nous, pas d'eux. Donc là, je pense que ce changement de posture, il commence tout juste à s'incarner. Je le vois par des nombreux ouvrages qui commencent à sortir. Je le vois par des festivals sur le vivant, comme celui de Arles, Agir pour le vivant, auquel on va participer pour la 2e année consécutive, par des numéros spéciaux de magazines. On voit bien que c'est un signal qui est en train de monter en puissance et on est là pour vous partager ce genre de choses. Très bien, merci. Alors, nous avons une question d'Alexandra Plagnol. S'il était possible d'ouvrir le micro, c'est bon. Oui, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci pour cette présentation. Moi, je voudrais savoir si vous avez des exemples d'entreprises, éventuellement de grandes entreprises, qui ont effectué des changements dans ce sens. Parce que c'est vrai que des associations, des entreprises qui se créent sur ces bases-là, ça existe de plus en plus. Mais des grandes entreprises déjà existantes qui font des changements, c'est peut-être un peu plus rare et je voulais savoir si ça existe. Alors, j'ai parlé, ce n'est pas une grande entreprise, c'est plutôt une moyenne entreprise, Ulteria tout à l'heure, qui pour moi est un exemple extrêmement intéressant. Je citerai aussi dans la même taille à peu près d'entreprise Pocheco. Je ne sais pas si vous connaissez Pocheco, hein, qui fabrique au départ des enveloppes, qui ont une conception de leur foncier aussi régénératif, avec la création d'écosystèmes sur leur foncier, avec une réflexion en économie circulaire. Donc, aussi bien Ulteria que Pocheco dans les tailles d'entreprises moyennes. Maintenant, dans les grandes entreprises, oui, j'allais en parler. Dans les grandes entreprises, ce sont des approches qui sont testées depuis quelques années. Je travaille moi-même avec le CBIO, Centre européen d'excellence en biomimétisme, avec eux sur un projet pour RTE. Je ne sais pas si vous voyez les réseaux de transport électrique, hein, c'est toutes les autoroutes de l'électricité. Sur les énergies renouvelables en mer, avec le développement de parcs éoliens offshore, par exemple, il va y avoir des infrastructures en mer qui vont être construites, avec potentiellement une artificialisation de milieux naturels en mer, y compris dans les fonds marins, pour protéger les câbles, par exemple, de l'arrachage, des ancres, etc. Potentiellement des centaines de kilomètres de câbles. Et là, en fait, la commande, même si je ne peux pas rentrer trop dans les détails, c'est de dire non seulement on va essayer de s'inspirer du vivant pour éviter certaines choses qui ne sont pas souhaitables en termes de ramener éventuellement des enrochements de la Norvège pour déposer des tonnes de gravats pour protéger les câbles, voir comment le vivant peut nous servir de modèle pour éviter ça. Mais en plus de ça, le cahier des charges, c'est de faire des infrastructures marines, des oasis de vie pour la biodiversité. Donc on est effectivement dans le développement d'infrastructures qui aura un impact négatif au départ, forcément. Il y a toujours un impact quand on construit quelque chose de nouveau, mais avec par design l'idée de favoriser, un peu comme dans l'école de Boulogne, la colonisation d'une biodiversité qu'on veut soutenir. Donc ça, c'est un exemple d'une grande entreprise. Et au-delà de ça, ils travaillent aussi sur leurs emprises électriques. Donc vous voyez un petit peu les parties sous les lignes, pour se servir de ces emprises comme couloirs qui permettent de créer des zones de continuité écologique entre habitats morcelés, avec des collaborations avec des acteurs du territoire. Dans l'élevage, par exemple, pour se passer de la destruction mécanique quand il y a éventuellement des broussailles qui montent dans des endroits qui peuvent gêner la maintenance. Donc il y a quand même une approche intéressante, intégrée, c'est expérimenté. Il y a pas mal de choses, d'autres choses, mais c'est un des exemples que je connais, en tout cas avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, que j'avais envie de citer. Il y en a certainement d'autres. Ça répond à votre question ? Oui, merci beaucoup. Non, je crois qu'on a fait le tour des questions.
Donc, je pense qu'il est temps de clore cette session, à moins que Jean-Luc, tu Oui, peut-être voulais une petite peut-être dernière, rajouter, Tariq, puisque la prospective nous invite à voir large, loin et profond. Si on élargit à l'international, est-ce que sur le sujet des économies régénératrices, sur le sujet plus globalement du biomimétisme, est-ce qu'il y a des spécificités dans des approches selon les cultures, selon les pays? Est-ce qu'en France, on aborde le sujet d'une manière qui est peut-être différente que dans d'autres coins du monde? Oui, bien sûr. Je pense que le signal principal qui est en train de monter en puissance, y compris dans des pays du Sud, ou des pays dits en voie de développement ou émergents, c'est qu'il y a de toute façon la nécessité par la crise, entre autres de la biodiversité, la désertification, etc., de travailler avec le vivant plutôt que contre le vivant. Donc ça, c'est en train d'émerger partout, beaucoup dans l'agriculture, mais pas seulement. On parlait des espaces urbains. Je citerai un projet en Afrique comme Songhai, par exemple, dans une ville au Togo, qui est vraiment une approche systémique de l'agriculture en milieu urbain, mais aussi de la dimension sociale en économie circulaire, etc., et qui s'inspire des écosystèmes, clairement, qui s'en revendiquent. Après, il y a des cultures qui n'ont pas la même notion que nous de lien au plus que l'humain. Je le disais, Philippe Descola, dans son ouvrage, disait que même dans la plupart des cultures, même beaucoup de cultures, le mot même de nature n'existe pas. Nous avons créé un mot qui nous donne l'illusion, encore une fois, de la séparation. Des cultures orientales, ou même dans d'autres régions du monde, n'ont pas le mot nature. Alors oui, je pense qu'il y a un signal qui est le même, mais qui va s'incarner dans les diversités culturelles de manière un peu différente. Ça répond à ta question? Ouais, ça va. Merci, Tariq. Jean-Luc est très exigeant, on le sait. Oui, non, ça va. Bon. Super. Alors, c'est le moment de Cécile, de clore. Alors, merci à vous. Si on peut passer le slide d'après, juste pour vous donner un rendez-vous. Donc, dans 3 semaines, le 2 juillet, Tariq laissera la place à Martin Serralta. Donc, Martin qui est prospectiviste, intervenant, chercheur, avec plein de domaines, mais trois champs de prédilection. Le travail sur la raison d'être des organisations complexes, donc pas uniquement des entreprises, particulièrement quand c'est complexe. Martin, il adore ça. Les transformations sociodynamiques et les processus de décision, de discernement. Et donc, Martin fera un point sur les dynamiques d'innovation dans les nouvelles pratiques collaboratives et de gouvernance, que ce soit dans les organisations et dans les territoires. Donc, c'est le 2 juillet. Et vous pouvez vous inscrire en ligne. On vous met le lien dans le chat. Et également, on vous met le lien vers l'agenda global du Hub des territoires, avec une programmation jusqu'à l'été, jusqu'à mi-juillet, autour du sujet du tourisme, également le sujet de la rénovation des ponts et des jumeaux numériques, pour parler de choses plus concrètes, de solutions pour nos territoires. Eh bien, j'ai envie de vous remercier pour cette séance à la fois d'inspiration et également avec des exemples concrets qui, je l'espère, vont essaimer. Merci de votre invitation. Merci à tous. Merci à vous. Et comme à chaque fois, une petite vidéo. On aime bien à l'Institut des futurs souhaitables terminer par une petite vidéo poétique qui met en énergie. On peut y aller. Merci. Don't ever give up.